J'ai pris une décision que je pensais impossible de prendre il y a encore quelques mois. J'ai décidé de changer ma stratégie de trading. Et ce qui est fou dans cette décision, c'est que j'ai fait tout l'exact opposé de ce que l'on conseille de faire à des débutants qui commencent en trading. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi j'ai été amené à prendre cette décision. Je vais tout te montrer dans le moindre détail et je vais te fournir un argumentaire détaillé de ce qui m'a amené à changer ma stratégie. Dans cette vidéo aujourd'hui, tu vas comprendre ce sur quoi je me suis basé pour prendre cette décision. Aujourd'hui, tu vas comprendre également pourquoi optimiser sa stratégie en fonction du rendement global, c'est pas forcément la meilleure des choses à faire et ça ne correspond pas toujours à la réalité d'un trader. Et surtout, à la fin de cette vidéo, tu vas comprendre exactement quels sont les éléments clés, les statistiques clés que tu vas devoir comprendre et analyser pour de 1 apprécier ta stratégie de la meilleure des façons et ensuite de pouvoir choisir la meilleure stratégie qui te convient à toi en fonction de ton profil risque et du type de trader que tu es. Dans cette vidéo, l'enjeu n'est pas tant de répondre à la question quelle est la meilleure stratégie, quelle est la stratégie la plus rentable, mais plutôt de savoir quelle est la stratégie que tu vas pouvoir exécuter le plus longtemps possible dans le temps sans pour autant te compromettre en tant que trader. Parce que la réalité d'un trader, c'est qu'une stratégie qui est parfaite sur Excel n'est pas forcément une stratégie que tu vas pouvoir appliquer tous les jours au quotidien sur une très longue période. Cette vidéo sera probablement la vidéo la plus importante de ma chaîne depuis ce début d'année 2026. Et je vais te parler aujourd'hui de backtest, de management, de statistiques. Je vais te parler également aussi de rendement et de rendement ajusté au risque. Ce contenu ne plaira pas à tout le monde et je ne m'attends pas à ce que tu ailles forcément au bout de la vidéo. Sauf si toi, aujourd'hui, tu es un trader qui cherche à te professionnaliser et à prendre des décisions qui sont rationnelles et logiques. Cette vidéo va t'apporter tout ça. Elle va te permettre de comprendre comment choisir au mieux sa stratégie et surtout de ne pas tomber dans le piège de suroptimiser certains facteurs qui ne t'apporte absolument rien. Bienvenue aujourd'hui dans la réalité d'un trader. Si tu ne me connais pas, moi c'est Val. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Shosh et on est reparti pour un tout nouvel épisode dans la série Journal d'un trader. Journal d'un trader, c'est une série dans laquelle je documente en toute transparence et en toute humilité le vrai parcours de trading. Je te montre ce que personne ne te montre, je te montre ce qui se cache derrière les écrans, je te montre mes réussites, mes échecs, mes faiblesses, mes moments de doute, mes remises en question et les moments comme celui que je suis en train de vivre ici où je suis obligé de pivoter en tant que trader et d'adapter ma stratégie. Bref, je te montre une réalité dans un parcours d'apprentissage, dans un parcours de réussite en trading, la vraie vie d'un trader et pas celle que tu vois sur les réseaux et celle qui se cache une fois que la caméra s'éteint et ce qui se passe derrière les écrans au quotidien, au day-to-day. Alors accroche-toi et laisse-moi te raconter une histoire. Quand j'ai commencé à trouver enfin ma stratégie, celle de l'OPR, celle avec laquelle je trade depuis août 2024, la première chose que je me suis demandé, c'est comment je devais optimiser ma stratégie. Quels étaient les paramètres, les facteurs, les statistiques que je devais absolument prendre en compte pour pouvoir améliorer ma stratégie et enfin avoir un système qui était figé et que j'allais pouvoir exécuter dans le temps sans jamais le remettre en question. Et à l'époque, à cette question, je n'avais pas de réponse. Je ne savais pas comment faire. J'étais complètement perdu, je n'avais pas d'expérience, pas d'ancienneté, je n'avais pas encore passé assez de temps sur les écrans pour pouvoir apporter mes propres réponses. La solution que j'ai trouvée à l'époque, c'est de payer un mentorat à 2000 euros. J'ai payé l'accès à la connaissance et à l'expérience. J'ai pris la décision de me faire accompagner par un trader expérimenté, rentable et financé. L'objectif était très simple. Trouver la meilleure version de ma stratégie qui allait me permettre d'atteindre la profitabilité et la rentabilité sur les marchés financiers. Je n'en pouvais plus de changer sans cesse de stratégie et je voulais absolument figer enfin mes critères et mes conditions d'entrée et ma gestion de trading. Et le premier conseil que ce mentor m'a donné, c'était de faire plusieurs backtesting. Chose que j'ai faite. J'ai passé énormément de temps derrière les écrans, des heures et des heures sur TradingView, à essayer de décliner ma stratégie sous différentes conditions. Essayer de targeter 2R, 3R, 4R, 5R. Essayer de gérer différemment mon stop loss, le remonter directement à break-even de façon agressive, essayer d'avoir un stop loss suiveur ou tout simplement envisager le trailing stop loss dès qu'on targetait un certain point une fois que j'étais en position. Le conseil qui a été préconisé par mon mentor était extrêmement logique. Backtest fournit un max de données et on prendra une décision, toi et moi, qui est rationnelle sur base de ce backtest. J'ai backtesté sur plus de 100 trades et ce pour toutes les différentes versions de ma stratégie. Et à l'époque, la conclusion a été extrêmement facile pour mon mentor. Il fallait que je sélectionne la stratégie qui maximise mon rendement global. Et cette stratégie, c'était celle où je venais targeter pour chaque trade du 1 pour 5. C'est-à-dire que dès que je faisais un TP, je gagnais 5 R. À l'époque, cette décision me semblait extrêmement logique. Pourquoi? Parce que j'avais un win rate qui était tout à fait correct et j'avais surtout un RR qui était extrêmement intéressant. Cette stratégie me permettait non seulement de faire des gros R, mais surtout de pouvoir bénéficier de ces expansions journalières que je pouvais aller chercher sur le DAX. Je gagnais peu, mais quand je gagnais gros. Et ça, c'était tout l'intérêt de cette stratégie. L'autre avantage également, c'est que vu que j'étais encore novice avec ma stratégie, que je n'avais pas encore assez d'ancienneté et d'expérience, je commettais énormément d'erreurs avec la stratégie de l'OPR. Je n'étais pas encore aussi irréprochable que je le suis aujourd'hui
Et donc, toutes ces erreurs, additionnées à mes stop loss qui étaient tout à fait cohérents et alignés avec ma stratégie, ça faisait que j'avais un taux d'échec, un stop loss rate qui était beaucoup trop important. Et la stratégie A5R me permettait d'aller chercher un edge en plus pour pouvoir compenser toutes les pertes que j'avais. Donc à l'époque, le raisonnement était tout à fait logique. Tu commets encore trop d'erreurs. Va chercher la stratégie qui maximise ton rendement. Avec ce gros rendement, tu vas pouvoir compenser tes pertes et tes erreurs. Et donc, tu vas pouvoir enfin dégager une rentabilité et une profitabilité sur les marchés. Cette décision était logique à l'époque, mais avec l'expérience que j'ai acquise aujourd'hui sur les marchés et près d'un an et demi à trader avec cette stratégie, je me rends compte que la décision qui a été prise à l'époque avec mon mentor était absolument pas cohérente et justifiée. Parce qu'à l'époque, j'ai choisi une stratégie sur base d'un conseil que quelqu'un m'a donné. Quelqu'un qui n'était pas moi, qui ne tradait pas comme moi, qui n'avait pas la même vision, la même gestion des émotions. Bref, quelqu'un qui ne tradait pas avec le même style que moi. Avec le recul, je me rends compte aujourd'hui que j'ai acheté de l'expérience. J'ai voulu gagner du temps, j'ai voulu essayer de bypasser finalement les années à essayer d'améliorer sa stratégie en fonction des erreurs et du temps qu'on passe derrière les écrans. J'ai voulu acheter cette expérience et prendre un raccourci. Mais en trading, comme dans tout, il n'y a pas de raccourci. Tu dois absolument commettre tes propres erreurs et tirer tes propres conclusions. Et ce que toi tu vis, quelqu'un d'autre ne le vivra pas. Et c'est pour ça qu'un conseil de quelqu'un qui est extérieur ne sera pas toujours adapté à ta situation et à qui tu es. Et ce que je te dis là, c'est pas juste un simple constat. Je l'ai vraiment ressenti et vécu par moi-même dans ma chair, dans les échecs que j'ai faits sur toute l'année 2025. Et je te montre ici les résultats. Ce que tu peux voir ici, c'est une année de break-even. Une année qui a été très longue, très compliquée, énormément de trades, pour finalement un résultat qui est équivalent à zéro. Tout ce travail pour rien. Mais alors la question que tu te poses, c'est pourquoi est-ce qu'à l'époque j'ai choisi cette stratégie? Et je vais être totalement transparent avec toi et on va essayer de décortiquer le raisonnement à l'époque qui m'a amené à prendre cette décision, mais surtout on va essayer de le compléter aujourd'hui avec d'autres données qui vont venir apporter une réflexion, une explication sur le réel comportement de ma stratégie et pourquoi aujourd'hui cette décision ne me convient plus. Je vais t'ouvrir les portes de mon backtest, accroche-toi parce que c'est maintenant que ça devient technique. La première chose que tu peux voir ici, ce sont les résultats de mon backtest. 470 trades qui ont été encodés sur près de 27 mois de trading. Et aujourd'hui, on va essayer de comparer les deux stratégies, celle où je target 2R et celle où je target 5R. Tu verras, sur la stratégie où je target 2R, le vrai chiffre est à 2.1R, tout simplement parce qu'il y a un spread. Et je préférais plutôt avoir une marge d'erreur, et c'est pour ça que la plupart du temps, tu verras sur mon tableau un trade qui target 2.1R, mais ça ne change absolument rien à la philosophie du trade. La première chose que tu constates, c'est que le nombre de trades est équivalent. 470 trades dans la stratégie à 2R, 470 trades dans la stratégie à 5R. Le deuxième élément, c'est le win rate. Le win rate, c'est le premier facteur qu'on va essayer d'optimiser, qu'on va essayer d'améliorer dans le cadre d'une stratégie quand on est débutant. C'est la première donnée qu'on constate, c'est la première donnée qu'on arrive à calculer dans un backtest. Ton win rate, c'est quoi? C'est ton taux de réussite. C'est le nombre de trades gagnants que tu vas prendre sur l'ensemble des trades que tu as saisis. Ici, on voit que sur ma stratégie, j'ai un win rate de 50% pour la stratégie A2R et j'ai un win rate de 49,15% pour la stratégie A5R. Ce que tu peux donc constater, c'est que la différence n'est pas significative. C'est-à-dire que la décision de sélectionner une ou l'autre stratégie en se basant uniquement sur le win rate, ce n'est pas quelque chose de suffisamment conséquent pour pouvoir se dire je vais plutôt choisir telle stratégie ou telle stratégie. Et ici, elles s'équivalent plutôt et c'est tout à fait normal. C'est le même plan de trading avec juste quelques modalités en matière de gestion de trade. Et ça, on y reviendra plus en détail après. Quand je te dis que j'ai un win rate de 49,15%, ça signifie quoi? Ça veut dire que sur 100 trades, il y a 49 trades qui vont être gagnants et 51 qui vont être perdants. Ça, c'est ce qu'on appelle le win rate. Le win rate, ça te donne juste une information sur l'efficacité de ta stratégie. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de venir le comparer avec le rendement que tu fais par trade en moyenne. Et ça, c'est la première statistique qui m'a amené finalement à l'époque à prendre cette décision, à scinder finalement, à comparer l'une ou l'autre. Tout simplement parce que le win rate étant équivalent, il fallait que j'aille un peu plus loin pour essayer de comprendre quelle était finalement la stratégie qui était la plus rentable. Si tu regardes la stratégie à 2R, où je viens targeter du 2 pour 1, on voit qu'avec un win rate de 50%, je suis profitable. Ça, c'est une chose qui est intéressante. Par contre, si je descends à 40%, on voit que là, j'atteins la limite de la profitabilité. Si je fais un win rate de 35%, je ne suis pas rentable. Ça, c'est le premier constat. Maintenant, quand on regarde la ligne, quand on target du 1 pour 5, on constate qu'il ne te suffit que d'un win rate de 20% pour dégager de la profitabilité. Moi, évidemment, sur cette stratégie, comme tu as pu le voir, je vais chercher une profitabilité, un win rate de 50%. Donc, comme tu peux voir ici, j'ai énormément de marge d'erreur si je commets des fautes, si je prends des trades hors plan. Et ça, c'est exactement ce que j'avais à l'époque dans ma tête. Quand j'ai pris cette décision-là, j'ai préféré plutôt choisir la stratégie à 5R, tout simplement parce que si je commettais
énormément d'erreurs. Je pouvais réduire mon win rate à 20% et quand même être profitable sur les marchés financiers. Là où finalement, la stratégie A2R, on constate qu'elle était plutôt limitante. Je pouvais réduire mon win rate que de 10%. Au-delà de ça, je n'étais plus profitable sur les marchés financiers. C'est exactement pour ça que j'ai choisi à l'époque la stratégie des 5 R. Maintenant, regardez, le win rate, ce n'est pas la seule donnée qu'il faut absolument prendre en compte. Et à l'époque, j'ai été chercher un tout petit peu plus loin pour essayer d'argumenter en faveur de la stratégie A5R. Ce que j'ai pris en compte, c'est le RR total. Le RR total, c'est quoi? C'est la somme des résultats de tous tes trades, c'est-à-dire la somme des résultats de tes break-even, de tes stop-loss, de tes TP, mais également de tes trailing stop-loss. Et la chose que l'on peut constater, c'est quoi? C'est que mon RR total est de 400 R sur 27 mois de trade, sur 470 trades encodés dans mon backtest. Là où pour la stratégie A2R, j'ai un RR total de 283,5 R. Finalement, qu'est-ce que tu constates? Il y a un delta qui est assez conséquent de 116,5 R entre les deux stratégies. Si je décide de choisir la stratégie A2R, je me prive potentiellement de 116,5 R de plus. Et ce coût d'opportunité-là, je ne pouvais pas me le permettre. Tout simplement parce qu'avec le nombre de trades que je prenais hors plan, j'avais un taux de réussite qui était beaucoup plus faible que ce que je devais vraiment avoir. Et donc je voulais absolument pouvoir capitaliser sur ce delta, sur cette surperformance de ma stratégie pour pouvoir essayer de compenser mes mauvais comportements, mes erreurs et mes sorties de plan à l'époque. Donc oui, quand on se limite uniquement à comparer le win rate et le RR total, il n'y a pas d'avance. La stratégie qui ressort haut la main, c'est la stratégie A5R. Oui. Ça, je le concède. Donc finalement, la décision et le conseil que m'avait fourni mon mentor à l'époque n'étaient pas si illogiques que ça au regard de ces deux statistiques. Mais j'ai envie de te montrer une autre histoire, une autre version, quelque chose que j'ai appris avec le temps. Et ça, on va le voir maintenant sur les graphiques. Ce que je vais te montrer ici, c'est l'évolution de mon equity curve sur les 470 trades, soit sur 27 mois, depuis avril 2024 jusqu'à juin 2026, avec ma stratégie des 5 R. A priori, à première vue, tout va bien. La courbe monte, les résultats sont plutôt excellents. 400 R sur 27 mois, c'est exceptionnel. Mais maintenant, j'aimerais que tu te concentres et que tu analyses plus en détail la courbe réellement. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu observes? Premièrement, ce que je constate, c'est qu'il y a plusieurs drawdowns. Il y a plusieurs phases où je n'arrive pas à faire un nouvel ATH sur ma stratégie. Ça, c'est le premier constat. Ces zones, tu peux les voir ici, là ou là. Ce que tu peux également constater, c'est des phases de range qui sont extrêmement longues. Ces phases de range sont des plateaux où je n'arrive pas à faire un nouvel ATH. Ce sont des phases où je trade, mais je ne vais pas chercher du surprofit. Finalement, ce que tu peux constater également, c'est que j'ai très peu de nouveaux sommets. Je ne fais pas souvent de nouveaux ATH sur mon equity curve. C'est très lié au fait qu'il y ait des drawdowns assez fréquents et des plateaux, des phases de range qui sont plus ou moins longues. Quelque chose qu'on peut également remarquer, c'est qu'il y a des écarts à la moyenne qui sont assez importants. Regarde cette courbe ici, qui est la courbe de tendance. C'est une moyenne de l'ensemble des trades lissés de façon linéaire sur les 27 mois de ma stratégie. Et on constate qu'il y a des phases où je sous-performe la moyenne et des phases où je surperforme la moyenne. Et dans ces phases, j'ai tendance à m'écarter plus ou moins fortement de la moyenne. Et cette variance, c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Et ça, je ne l'avais jamais vu avant. Et enfin, la dernière grosse conclusion que l'on peut tirer sur ce graphique, c'est que si tu regardes les 200 derniers trades, tu vois une forme d'aplatissement de la courbe. Tu vois que la croissance est très faible, voire limite plate. Et ça, c'est quelque chose que je dois tirer comme conclusion. Aujourd'hui, il semblerait que ma stratégie A5R soit moins performante que dans le passé. Je constate un aplatissement sur ces 200 derniers trades et ça, c'est lié à l'arrivée de Trump au pouvoir et notamment à tout ce contexte macroéconomique qui est de plus en plus compliqué pour trader. Et ça, tu peux l'objectiver de façon très claire, de façon très visuelle sur ce graphique. Maintenant, j'aimerais que toi et moi, on aille comparer une autre courbe, celle de ma stratégie A2R, toujours sur les 470 trades et sur les 27 mois qui constituent mon backtest, de avril 2024 à juin 2026. On retrouve exactement le même setup, les mêmes entrées, le même marché, les mêmes horaires. La seule différence, c'est ma gestion de position, ma gestion de trade. Et pourtant, regarde bien la différence. Je viens poser ici mon graphique des 2 R sur celui de mon equity curve des 5 R. Et qu'est-ce que tu constates? Tu constates que les nouveaux sommets arrivent beaucoup plus vite. Tu constates également que les drawdowns sont plus courts. Tu constates que la courbe a tendance à respirer de façon plus agréable, plus lente, plus régulière. On progresse quasiment en permanence. On a beaucoup plus de régularité. On va faire des ATH de façon plus fréquente sur le graphique. Les drawdowns sont plus courts, parfois inexistants. Les ranges ou les phases de plateau sont assez courte, je m'éloigne beaucoup moins finalement de ma moyenne et donc la variance est plus faible. Et surtout, qu'est-ce qu'on constate? C'est que je ne suis pas dans une phase de range ou d'aplatissement de la courbe sur les 200 derniers trades. J'arrive
toujours à progresser de façon régulière et constante, même si finalement on voit que la progression n'est pas fulgurante. Si maintenant on décide de zoomer sur ces deux equity curves sur uniquement l'année 2026 depuis janvier, qu'est-ce qu'on constate? Alors, premièrement, on va reprendre la stratégie des 5 R. Je vais te montrer l'equity curve des trades que j'ai réellement pris sur mon journal de trading. Et on va comparer les deux equity curves et on va voir qu'elles sont exactement similaires, à quelques différences près, parce que quand je trade en réel, j'intègre parfois des dimensions de money management dynamique, donc je réduis mon risque que je prends par trade. Je peux aussi avoir des erreurs que je commets, je peux aussi également manquer des trades. Donc finalement, les courbes se ressemblent, elles ne sont pas tout à fait exactes et c'est normal parce que je ne sais pas avoir exactement le même niveau de performance que ma stratégie théorique. Déjà, c'est rassurant, ça veut dire que les trades que je prends en réel correspondent assez bien finalement à l'évolution de mon graphique sur mon backtest et sur ma stratégie des 5 R, donc ça c'est une première chose. Maintenant, si on vient rajouter le graphique de mon equity curve sur ma stratégie A2R, qu'est-ce que tu constates? Là aussi, les choses sont beaucoup plus parlantes et beaucoup plus claires. On constate que j'ai beaucoup plus d'ATH et de break of structure finalement sur mon equity curve A2R. J'ai refait un ATH sur cette fin de semestre, là où finalement avec ma stratégie des 5R, je suis toujours en drawdown. Les drawdowns sont globalement moins longs, moins brutaux, mais tout aussi fréquents. Et vu que c'est la même stratégie, c'est quasiment normal. Mais pourtant, qu'est-ce qu'on constate? C'est que sur ma stratégie A2R, il y a des phases de drawdown qui n'existent pas. Tout simplement parce que j'ai été refaire un ATH beaucoup plus rapidement. Les phases de plateau sont moins longues dans le temps et on gravite beaucoup plus proche de la moyenne. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important à constater, c'est qu'on tend beaucoup plus vite à se rapprocher comme un aimant de la moyenne. Là où finalement, pour ma stratégie à 5R, on s'en éloigne de façon beaucoup plus fréquente et beaucoup plus profonde. Ce que je te propose maintenant, c'est d'aller essayer de comprendre un peu plus ce qu'il existe comme indicateur pour pouvoir apprécier finalement cette différence d'évolution dans mes equity curves entre ces deux stratégies. Et en effet, quand on se limite uniquement à choisir une stratégie au regard de deux indicateurs, c'est-à-dire le win rate et le RR total, la stratégie des 5 R ressort haut la main. Par contre, le win rate, ce n'est pas la seule information qu'il faut aller chercher. Et ce que tu peux voir ici dans ce tableau, c'est que chaque fois que tu as un win rate, tu as d'office un stop loss rate et un BE rate. Et cette information, tu dois la comprendre, tu dois l'analyser. Ici, tu constates que dans mes deux stratégies, le taux de BE est assez équivalent. Le taux de stop loss est équivalent également, tout simplement parce que c'est la même stratégie. L'une va chercher 5R, l'autre va chercher 2R. La seule chose qui change dans ma stratégie à 5R, c'est que j'ai intégré une notion de trailing stop loss. C'est-à-dire que quand j'ai des trades qui vont jusqu'à 3R, 4R et qui se retournent et qui ne vont jamais toucher mon 5R, pour protéger ma psychologie et mon mental, j'ai décidé de monter mon stop loss en stop profit à plus 1R. Comme ça, dès que ma stratégie touche 2R, eh bien, je n'ai pas la frustration de me dire que je n'ai rien gagné et que j'ai peut-être pris même un stop loss ou un break-even. Ce que tu constates ici, c'est que évidemment, j'ai un trailing stop loss rate de 30%. Donc ça veut dire que dans ma stratégie à 5R, mon win rate, où je vais chercher un vrai TP à 5R, est de 20%. Un trade sur 5 dans ma stratégie va chercher le TP à 5R. Un trade sur 3, lui, va chercher mon trailing stop loss. Ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Cette information vient déjà compléter la vision. Parce que des break-even très fréquents, ça peut ajouter de l'usure, de la frustration à ta psychologie et ça peut rendre très compliqué ton mois à force d'être présent sur les marchés et de ne pas aller chercher les résultats. Les stop loss sont tout aussi destructeurs et peuvent encore creuser ta psychologie et créer un vrai drawdown émotionnel. Et ça, c'est des choses à prendre en compte. Donc déjà, ici, on constate qu'avec ces deux informations-là, pas de grande différence. La seule chose qu'on apprend ici, c'est quoi? C'est qu'un trade sur 5 va chercher vraiment 5R. L'autre information que tu dois prendre en compte, c'est quoi? C'est le RRR. Le RRR, c'est le Risk Reward Ratio. C'est le ratio rendement-risque. Et c'est finalement la différence entre les gains moyens et les pertes moyennes. Cette information, elle est importante à prendre en compte, tout simplement parce que ton win rate, il va finalement te donner une information sur l'efficacité de ta stratégie. Le RR va te donner une information sur le rendement global de celle-ci. Mais par contre, c'est intéressant de pouvoir apprécier aussi des statistiques sur le rendement en le comparant finalement au gain moyen. Et ici, dans le cadre de mes stratégies, on constate que mon gain moyen est de 2,1R dans ma stratégie à 2R. Et inversement, dans ma stratégie à 5R, il est de 2,65. On aurait pu s'attendre à ce qu'il soit de 5. Mais vu que j'ai des trailing stop loss où je vais chercher 1R et parfois des TP où je vais chercher 5R, c'est une forme de moyenne entre les plus 1R et les plus 5R. Donc on constate finalement que dans la logique, eh bien, ma stratégie à 5R me rapporte un peu moins que ce qu'on aurait pu espérer. On va chercher 2,65, c'est quand même bien plus supérieur à 2,1R, mais ça reste quand même beaucoup moindre que ce à quoi on aurait pu s'attendre. On sait que si on passe de la stratégie de 2R à 5R, on augmente le RRR de 26%.
Et ça, c'est une information que je n'avais pas à l'époque. Ça n'aurait absolument rien changé dans la décision. J'aurais probablement, si je m'étais arrêté à ces indicateurs-là, sélectionné finalement la stratégie à 5R. Mais on constate qu'il y a d'autres données à prendre en compte. Autre chose à considérer, c'est l'expectancy. L'expectancy ou l'expected value, c'est quoi? C'est l'espérance de gain en moyenne pour chaque trade que l'on va prendre. En fait, cet indicateur, il va te dire combien vaut chaque opportunité que tu vas saisir avec ta stratégie. Ici, dans le cadre de ma stratégie, comme tu peux le constater sur ce graphique, on remarque que mon expected value pour ma stratégie à 2R est de 0,6, tandis que pour ma stratégie à 5R, il est de 0,8. Qu'est-ce que l'on constate ici? C'est que ma stratégie à 5R surperforme ma stratégie à 2R. Jusque-là, aucune surprise encore. Mais par contre, ce qu'on vient comprendre encore un peu plus dans le comportement de la stratégie, c'est que si je passe d'une stratégie de 2R à 5R, je viens augmenter de 41,6% mon expected value. Mais par contre, ce qui est important de prendre en compte, et ça je ne l'avais pas mesuré à l'époque, c'est qu'on ne peut pas apprécier une stratégie au regard d'une autre sans vraiment analyser ce qu'on appelle le couple rendement-risque. Là, les indicateurs qu'on a observés, ce sont uniquement des indicateurs qui vont te donner une information sur le rendement, la rentabilité de ta stratégie, mais absolument pas sur le risque et sur la variance de ta stratégie. Parce qu'en trading comme en investissement, plus tu as du rendement, au plus tu as du risque. Et ça, c'est extrêmement lié et c'est extrêmement important à prendre en compte et à évaluer quand tu choisis ta stratégie. Pour pouvoir analyser ça, on va analyser ce qu'on appelle le profit factor. Le profit factor, c'est quoi? C'est le rapport entre tes gains bruts, ce que tu as réalisé avec tes trades gagnants, divisé par ce que tu as réalisé avec tes trades perdants. Bref, le gain brut divisé par les pertes brutes. Et quand tu regardes ma stratégie à 2R, qu'est-ce que tu constates? C'est que j'ai un profit factor de 2,35. Là où pour ma stratégie à 5R, j'ai un profit factor de 2,9. Cela signifie quoi? Cela signifie que quand je perds 1 euro avec ma stratégie, j'en gagne 2,89 avec la même stratégie. Donc ici encore, choisir la stratégie à 5R me rapporte 23% de rendement en plus que la stratégie à 2R. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de venir compléter le win rate avec le profit factor? Le win rate te donne une information sur l'efficacité de ta stratégie. Tu peux avoir un win rate de 80% et pourtant avoir un profit factor négatif, voire en dessous de 1. C'est-à-dire que tu perds plus que ce que tu ne gagnes. Quand tu perds gros et quand tu gagnes peu. Et cette information-là, ton win rate, il ne sait pas te le dire. L'autre indicateur qui est important de prendre en compte pour apprécier le risque, c'est le Sharpe ratio. Le Sharpe ratio mesure le rendement obtenu par unité de risque que tu vas prendre. Le Sharpe ratio va finalement répondre à la question suivante: combien de rendement supplémentaire ai-je gagné pour chaque unité de risque que j'ai pris sur les marchés financiers? On constate que mon Sharpe ratio est de 0,4 pour la stratégie A2R et de 0,38 pour la stratégie A5R. Alors évidemment, les différences ne sont pas significatives, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour ma stratégie A2R, je génère 0,4 unités de rendement excédentaire par unité de risque que j'ai pris. On voit finalement que le comparatif entre les deux stratégies, il n'est pas énorme. Mais c'est quelque chose qui est important de prendre en compte parce que parfois, ça peut être des données qui viennent justement aller en faveur de l'une ou de l'autre. En tout cas, ici, dans le cadre de ma comparaison, ce n'est pas significatif. Là où par contre, les données deviennent intéressantes, c'est sur le max drawdown. Le max drawdown, c'est quoi? C'est la plus grosse baisse que tu as eue sur ton equity curve. C'est là où tu as enchaîné le plus de pertes consécutives et qui t'ont éloigné de ton précédent sommet. Finalement, le max drawdown, c'est quoi? C'est la douleur que tu vas subir avec ta stratégie, une douleur psychologique et émotionnelle. Si on compare le max drawdown de mes deux stratégies, on voit que ma stratégie à 2R a un max drawdown de moins 10R. C'est-à-dire que dans mon equity curve, le plus bas que j'ai atteint avec mon equity curve, avec ma stratégie des 2R, c'est moins 10R. Là où ma stratégie à 5R a un max drawdown de 15R. Donc on constate que lorsqu'on passe d'une stratégie de 2R à 5R, on accepte 50% de drawdown en plus. Et là, ça devient assez intéressant parce que du coup, ton max drawdown, si tu le compares finalement au rendement que tu as eu, donc moi, ma stratégie à 2R me rapporte 283,5R, tu peux le mettre en contrepartie d'un max drawdown de 10R. Par contre, ta stratégie à 5R qui te rapporte 400R, elle, tu dois la mettre en contrepartie, en regard, avec un max drawdown de 15R. Et finalement, ce delta de rendement entre les deux stratégies, ce 16,5R de différence, si tu le compares finalement à ce max drawdown, tu constates que tu es prêt à aller chercher 116,5R de plus pour 50% de drawdown de plus. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Il faut absolument prendre ça en compte parce que pour aller chercher ce delta de rendement en plus, tu acceptes un delta supérieur également de risque. Et si on considère que 283,5R représente 70% des 400R, on peut ici essayer d'apprécier les choses de façon différente. C'est-à-dire que tu vas chercher 70% de la performance de la stratégie des 5R
avec ici un risque de 50% de moins. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Finalement, tu vois, le profit factor, il est en faveur de la stratégie des 5 R. Et tu l'augmentes de 23% si tu décides de passer de la stratégie des 2 R à 5 R. Mais par contre, en effet, tu augmentes ton profit factor de 23%, mais tu augmentes également ton max drawdown de 50%. Et c'est ça qu'on appelle le couple rendement-risque. Et ça, c'est quelque chose que tu dois absolument comprendre. Plus tu as du rendement, plus tu as du risque. Et ça, c'est ce que vient de me fournir cette information-là avec le max drawdown. Et quand tu regardes les choses comme ça, c'est absolument pas un bon trade. Accepter de gagner 23 de plus pour perdre 50, je connais aucun trader qui accepte de trader comme ça. Le dernier élément qu'on va analyser toi et moi ensemble, c'est le recovery factor. C'est-à-dire combien de profit est généré par unité de drawdown que tu vas subir. On constate que mon recovery est de 28,35, là où pour ma stratégie à 5R, il est de 26,67. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je génère davantage de profit par unité de drawdown avec ma stratégie à 2R qu'avec ma stratégie à 5R. Cela veut également dire que chaque unité de douleur émotionnelle, psychologique créée par le drawdown va apporter davantage de rendement, de performance avec la stratégie des 2R plutôt qu'avec la stratégie des 5R. C'est juste une façon de venir remettre encore en parallèle finalement le rendement et le risque. Les 400 R de gain que je peux faire, mais également le drawdown que je peux avoir et le max drawdown à moins 15 R. Donc ici, tu constates finalement que la stratégie à 2 R est plus soutenable émotionnellement, psychologiquement que la stratégie à 5 R. Et donc la question que l'on peut se poser, c'est pourquoi doubler le risque que l'on va prendre dans sa stratégie pour aller chercher un quart de performance en plus. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment à prendre en compte et c'est ce que vient te dire le recovery et le max drawdown. Globalement, quand tu regardes, tu te rends compte que finalement, ta stratégie A5R, elle est la meilleure sur plusieurs éléments. Le RR total, le RR moyen, le RRR, l'expected value et le profit factor. Ces éléments-là donnent une information sur le rendement réel de ta stratégie. Par contre, quand tu viens chercher des analyses plus complémentaires sur le risque, tu te rends compte finalement que ta stratégie à 2R surpasse celle à 5R sur le max drawdown, sur le recovery et sur le Sharpe ratio. Le win rate et le Sharpe ratio sont des éléments qui sont en faveur de la stratégie à 2R mais qui ne sont pas significativement différents. L'une est très performante et très risquée, l'autre est moins performante, mais moins volatile également. Mais du coup, comment essayer d'arbitrer ce couple rendement-risque? Et là, on va essayer d'apporter d'autres éléments de réponse. J'ai envie d'aller le plus loin possible avec toi dans l'analyse, dans l'évaluation, pour que tu comprennes réellement jusqu'où on peut aller pour analyser une stratégie. La première chose, c'est une donnée que je calcule sur mon backtest toujours, c'est l'occurrence des TP. En moyenne, je vais aller chercher 4 TP à 5R sur ma stratégie. Globalement, ça veut dire que je vais chercher un TP en moyenne 16,2% du temps. Là où finalement ma stratégie à 2R m'apporte une occurrence qui est bien meilleure. En effet, en moyenne, je vais chercher 9 TP par mois. Là où pour ma stratégie à 5R, je vais chercher que 4 TP. Tu constates ici que je vais chercher un TP 40% du temps. Donc je gagne évidemment beaucoup plus souvent en matière de TP avec ma stratégie à 2R plutôt qu'avec ma stratégie à 5R. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ma stratégie à 5R, il y a une forme de rareté du TP et du TP à 5R. Je sais que ce TP va arriver, mais par contre, je ne sais pas quand et je ne sais pas non plus combien de trades je vais prendre. Et cette rareté entraîne une forme de frustration également, tout simplement parce que tu vas attendre ce TP qui va te permettre de sortir de ton drawdown, de remonter ta pente, d'aller chercher du profit, d'aller valider un payout, d'aller valider une propre firme. Et donc, tu es dépendant mathématiquement de ces gros TP. Donc ça, c'est théorique. Par contre, ce que l'on observe vraiment sur mon journal de trading, c'est que depuis janvier 2026, l'occurrence de mes TP sur ma stratégie à 5R n'est pas réellement de 4. En moyenne, je fais 4 TP à 5R sur les 470 trades et les 27 mois qui constituent mon backtest. Mais par contre, depuis janvier 2026, c'est pas vrai. La moyenne que j'observe est de 2,6 TP à 5R depuis début d'année 2026. Et ça, c'est dû au contexte macroéconomique, à Donald Trump, aux tarifs douaniers, à la guerre en Iran, à la guerre en Ukraine, bref, tous ces conflits et ce contexte macroéconomique et géopolitique qui rendent beaucoup plus compliqué finalement le trading intraday. Donc là, c'est factuel. Et donc finalement, mon semestre se résume à attendre mon TP. Ce trade sauveur, ce gros trade qui va me permettre de remonter mon drawdown. Et malheureusement pour moi, depuis 6 mois, l'occurrence de ce TP n'est que de 2 TP en moyenne par mois. Et ça, tu peux également voir sur les résultats depuis le début d'année 2026. Sur mon overview de l'année, tu constates que j'ai énormément de trailing stop loss. J'ai très peu de trades qui font 5R et donc c'est là toute la difficulté que j'ai avec ma stratégie des 5R et avec la rareté que ça implique d'avoir finalement une gestion de trade comme celle-ci. Au-delà de ça, ce qui est important, c'est de comprendre finalement le vrai vécu des choses. Depuis janvier 2026, sur ma stratégie des 5R, j'ai comptabilisé
3 phases de drawdown, c'est-à-dire des phases où j'enchaîne 3 pertes d'affilée, 3 R de pertes d'affilée. Et donc, globalement, ce que l'on constate, c'est que c'est des drawdowns assez conséquents et assez profonds. Moins 4 R, moins 11 R, moins 9 R. Et ces gros drawdowns impliquent d'office un temps de recovery assez important. J'ai mis 21 jours pour remonter le premier drawdown, soit 10 trades pris. J'ai mis 39 jours pour remonter le deuxième drawdown, soit 40 trades. 40 trades, c'est un truc de fou. Pendant 40 trades, pendant 40 jours, c'est genre Jésus dans le désert, quoi. Tu vas essayer de trader chaque jour pour remonter ton putain de drawdown. C'est énorme. Et le dernier drawdown, c'est celui que j'ai vécu jusqu'à fin juin, jusqu'à présent. Je suis à moins 9 R de drawdown, soit 30 jours pour pouvoir remonter ce drawdown et près de 21 trades qui ont été pris jusqu'à présent. Donc tu vois vraiment la réalité de ce que c'est qu'une stratégie à fort rendement mais à risque compliqué. Maintenant, si on compare avec ma stratégie des 2 R, si je l'avais prise depuis le début de cette année 2026, là j'aurais eu 4 drawdowns, un peu plus que la stratégie des 5 R, mais par contre, on constate que ces drawdowns sont beaucoup plus courts et moins profonds. Je mets moins de temps pour remonter ces drawdowns, moins de trades sont nécessaires pour les remonter également, et donc je tends beaucoup plus vite à refaire un ATH et à remonter vers ma variance, vers ma moyenne. Après tout le déroulement méthodologique qu'on a fait ici dans cette vidéo, tu commences maintenant à comprendre exactement quelles sont les statistiques qu'il faut que tu prennes en compte pour pouvoir vraiment évaluer la capacité d'une stratégie à durer dans le temps, mais surtout aussi sa rentabilité au regard de son risque. Ce que tu peux voir, c'est indéniable. La stratégie A5R surperforme la stratégie A2R. Et c'est exactement pour cette raison-là que je l'ai choisie à l'époque. Sauf que je pense que cette décision n'a pas été prise pour les bonnes raisons. À l'époque, ce que je cherchais à faire, c'était maximiser mon RR total, mon rendement, la performance de ma stratégie, pour combler finalement mon manque de discipline, mon manque d'irréprochabilité. Avec le recul aujourd'hui, je constate que j'ai choisi une stratégie par cupidité, par avarice, par impatience. Parce que je voulais aller beaucoup plus vite. Parce que je me disais également que gagner peu souvent, mais gagner gros, ça allait me permettre de passer plus rapidement des challenges, de faire des payouts plus rapides, d'atteindre finalement cette profitabilité et cette vie dont je rêvais. Et la réalité, c'est que ça n'a pas été aussi rapide et aussi facile que je ne le pensais. Une erreur que j'ai commise également en choisissant cette stratégie, c'est que je me suis basé sur l'avis, le conseil d'un trader qui n'était pas moi. D'un trader qui était rentable, expérimenté, mais qui avait une façon de trader qui ne correspondait pas à la mienne. Lui était très agressif dans sa façon de prendre des trades, était prêt à prendre beaucoup de risques pour gagner gros, là où moi je suis plutôt défensif. Et ça, je pouvais pas le savoir à l'époque. Alors oui, sur papier, son raisonnement était tout à fait logique. Mais dans la réalité des faits, on constate que les choses sont pas aussi simples que ça. Et les 6 derniers mois me l'ont prouvé. Et je te l'ai également illustré aujourd'hui avec tous ces graphiques, avec tous ces visuels et avec toute cette réflexion méthodologique, argumentaire et statistique que je t'ai présenté aujourd'hui. Et ce que j'ai appris aujourd'hui au travers de ces 6 derniers mois, c'est que la rentabilité d'un trader ne se cache pas uniquement dans la maximisation du rendement, mais bien dans sa capacité à maîtriser son risque. Parce qu'en finance, il n'existe pas de rendement sans contrepartie. Chaque point de performance en plus s'achète avec une prise de risque. Et ce risque, comme tu as pu le voir aujourd'hui, il ne se limite pas uniquement au drawdown. Il s'exprime au travers du max drawdown, il s'exprime au travers du Sharpe ratio, au travers du profit factor, il s'exprime au travers de la longueur et de la douleur que tu vas devoir subir pour remonter un drawdown et refaire un ATH sur ton equity curve. Il s'exprime aussi dans la variance et la volatilité de ta stratégie. L'autre risque aussi qu'on ne voit pas forcément dans les statistiques, c'est le risque qui est lié à la propre firme. Et ça, je l'ai compris bien assez tard, quand j'ai commencé à vraiment travailler de façon professionnelle avec ces propres firmes. On dit souvent qu'il te suffit d'appliquer ton plan comme un robot. C'est ce que me disait mon mentor à l'époque. Et c'est vrai sur papier. Mais dans la réalité, on remarque que les propres firmes font tout ce qu'il faut pour te rendre cet exercice quasiment impossible. Et c'est exactement ce qu'on voit avec les contraintes de drawdown, avec les max daily loss, avec les règles de consistency ou encore les règles des 50%. Finalement, tu vois, dans les propres firmes, tout est conçu pour sanctionner des stratégies trop volatiles. Et à l'époque, quand j'ai choisi la stratégie des 5R, je n'avais pas compris tout ça. Ce que je voyais, moi, à l'époque, c'était de pouvoir valider une propre firme en 2 trades. Ce que je n'avais pas compris, c'est que si je pouvais valider une propre firme en 2 trades, je pouvais également cramer cette même propre firme en espace d'un drawdown. Et ce que je te dis là, c'est la réalité. J'ai cramé 3 propres firmes en 3 drawdowns. Et j'ai cramé ces propres firmes, pas parce que je dérogeais à mon plan, pas parce que je n'étais pas irréprochable, mais tout simplement parce que j'ai dû me fier à ma distribution aléatoire de mes résultats. Et cette distribution peut m'entraîner dans des phases de drawdown très douloureux, de moins 15 R. Et quand c'est le cas, aucune propre firme n'y résiste. Et petit à petit, et c'est ce qui m'a amené aujourd'hui à ma réflexion, c'est que j'ai compris que les propres firmes ne cherchaient pas finalement des traders qui gagnaient peu, mais qui gagnaient gros. Elles cherchaient plutôt des traders qui avaient une forme de constance, de régularité, une volatilité de leur stratégie qui était mieux maîtrisée. Pas forcément un rendement qui est maximisé, mais plutôt un risque qui est optimisé. Une propre firme, évidemment, préférera toujours des petits payouts récurrents plutôt que des gros hold-up. Et ça, je ne l'avais pas forcément compris. Et j'ai essayé de faire rentrer un carré dans un rond. Et ça, c'est impossible.
Je ne peux pas forcer ma stratégie à 5R à rentrer dans les règles des propres firmes. Au-delà du risque qui est lié à la propre firme et à la gestion d'un compte financier, il y a aussi finalement ce risque qui est lié à la gestion du trade. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas vraiment compris à l'époque encore. Parce que, en effet, on se base sur la même stratégie. La seule chose qui change, c'est juste la gestion du trade, la gestion de la position en cours. Et finalement, dans cette gestion de position, il y a énormément de choses qui changent et qui peuvent venir impacter ta psychologie. Et donc qui peuvent créer du risque en plus. Même si les stratégies ont les mêmes ADN, on remarque finalement que la philosophie derrière est complètement différente. L'une est très agressive, l'autre est plutôt défensive. Avec la stratégie des 5 R, on ne trade pas de la même façon qu'avec la stratégie des 2 R. Avec 5 R, ton trade est mécaniquement beaucoup plus long. Tu restes exposé beaucoup plus longtemps sur les marchés derrière tes écrans. Et donc finalement, tu déconnectes jamais vraiment de ton trade une fois qu'il est pris. Là où finalement la stratégie des 2 R est plus rapide, plus efficace, plus incisive. Alors oui, tu gagnes moins par trade, mais par contre, tu t'exposes moins longtemps aussi à tes émotions et à ce risque de marché. Et ce qu'il faut absolument considérer aussi quand tu trades une stratégie aussi importante, aussi puissante que celle de 5R, c'est que parfois, et ça arrive très souvent, que ton trade va monter jusqu'à plus 3, plus 4, plus 4,5 et qu'il va se retourner juste avant ton objectif. Et ces phases-là, tu dois comprendre que tu as vu sur ton PNL un chiffre qui s'est imprimé. Et ce chiffre, tu le vois fondre, tu le vois disparaître, comme si finalement ce gain n'avait pas encore été acté. Toi, dans ta tête, tu as vu ton PNL à 3000, à 4000 et tu sais que tu vas gagner. Et finalement, tu vois ce trade redescendre à plus 1000. Et cette frustration, ce delta entre l'objectif que tu pensais atteindre, le chiffre que tu as vu et ce que tu réalises vraiment, ça crée une vraie frustration et une usure sur le long terme que tu dois pouvoir gérer. Et ça, c'est un risque absolument à prendre en compte également. Parce que derrière tout ça, parce que derrière toutes ces émotions que tu vas vivre pendant ce trade, tu vas vouloir déroger à ton plan. Tu vas vouloir rehausser ton stop loss, sortir peut-être de tes conditions et passer ton trailing stop loss à 1R plutôt à 2R ou à 3R. Et c'est comme ça finalement que tu sors de ton plan et que tu peux venir ajouter une forme d'aléatoire à tes statistiques, à tes données. Et ça, c'est des choses qu'il faut absolument considérer également parce que plus tu restes exposé sur les marchés, plus tu t'exposes au risque de celui-ci et plus tu dois aussi gérer finalement toutes tes émotions et toute la psychologie qui est liée à ton trade. Alors oui, avec la stratégie des 2 R, cette frustration, elle est moindre. Soit je TP, soit je break even, soit je stop loss. Alors certes, il y aura toujours une frustration, même avec la stratégie des 2 R. Parce que quand je fais mon TP à 2R et que je vois que derrière le trade a fait plus 5, plus 6, plus 7R, évidemment, je peux regretter, je peux être frustré de ne pas avoir gagné plus. Mais par contre, avec la stratégie des 2R, jamais, au grand jamais, je regretterai de ne pas avoir gagné assez. Et ça, c'est quelque chose, c'est un sentiment que je ressentais tout le temps, au quotidien, avec ma stratégie des 5R. Parce que quand tu vois que tu peux imprimer 3000, 4000 et que tu n'imprimes que seulement 1000 à la fin de ta journée, ça, c'est extrêmement frustrant. Parce que tu es passé à côté de quelque chose. Et enfin, il y a une dernière réalité, un dernier risque qui est plutôt lié à l'aléatoire. Comme tu le sais, j'ai un boulot sur le côté. Donc je ne peux pas être présent au quotidien sur les marchés financiers. Je ne peux pas avoir un taux de présence de 100% chaque jour. Ça, c'est pas possible. Et donc, je viens intégrer une forme d'aléatoire, une forme finalement de hasard. Parce que je peux manquer des TP, je peux également manquer des break-even et je peux également manquer des stop-loss. Et tout ça, à la fin du mois, ça vient impacter ma capacité finalement à me rapprocher, à tendre vers la performance réelle théorique de ma stratégie sur mon backtest. Et mine de rien, ce risque-là, ce risque de l'aléatoire, il faut absolument le prendre en compte. Parce que quand tu as une stratégie comme celle des 5R qui a un taux d'occurrence de seulement 2 TP par mois, je peux te jurer que si tu manques ces 2 TP, ça va détruire ton mois et ça va détruire les résultats que tu peux faire à la fin de celui-ci. Quand tu es dans une stratégie à 2R qui te permet en moyenne d'avoir 9 TP par mois depuis début 2026, évidemment, tu sais que si tu en rates 2, oui, tu vas impacter les résultats à la fin de ton mois, mais c'est pas très grave. Parce que tu sais que tu peux quand même générer du profit. C'est frustrant, mais tu arrives quand même à opérer dans un edge qui est en ta faveur. C'est vraiment avec l'ancienneté, l'expérience, le fait de passer du temps sur les marchés que je me suis rendu compte qu'il y avait un risque potentiel lié à l'aléatoire et au fait de ne pas être présent tous les jours. Alors oui, tu peux avoir l'impression que finalement, je déclare forfait sur ma stratégie à 5R, que peut-être il y a encore du potentiel derrière, que je peux essayer d'optimiser cette stratégie à nouveau. En effet, il y a 1000 façons de paramétrer encore sa stratégie. Je l'ai déjà fait, j'ai déjà réfléchi à énormément de choses. J'ai essayé de suroptimiser ma stratégie pour essayer d'aller chercher les meilleurs rendements, d'avoir une stratégie qui est exceptionnellement parfaite. Et ça ne fonctionne pas. Parce que ce que tu dois comprendre, c'est quand tu essayes d'être plus sélectif, indirectement, tu vas réduire la taille du gâteau. Tu vas réduire le nombre d'opportunités. Et tu ne vas pas uniquement réduire tes stop-loss, tu vas aussi réduire les TP que tu prends. Parce que quand tu sais que tu n'es pas tous les jours sur les marchés,
que tu travailles sur le côté, quand tu sais également que ta stratégie a déjà une occurrence qui est limitée, venir encore réduire le gâteau, venir encore réduire les opportunités pour essayer de maximiser le rendement, le win rate ou le RR total, finalement tu te rends compte que tu vas aussi sacrifier des TP. Et finalement tu rentres dans un engrenage qui est encore pire, parce que ta stratégie va délivrer moins d'occurrences, tu vas être plus stressé, plus frustré, tu ne seras pas forcément là quand il y aura des TP et tu vas te remettre en question au quotidien. Tu vas toujours te mettre la pression parce que tu sais que tu dois être le plus irréprochable possible. Et ça, à force de porter ça sur tes épaules jour après jour, évidemment, tu vas créer une usure, une frustration et tu vas être amené à fauter. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je décide de ne pas forcément continuer à travailler, à creuser ma stratégie des 5 R, mais plutôt à me reposer sur une stratégie qui a des statistiques qui sont solides. Ce que j'ai voulu te montrer dans cette vidéo, c'est comment finalement mettre en place une vraie réflexion pour pouvoir choisir la stratégie qui te convient. Et aujourd'hui, le choix que je fais, c'est un choix qui a été mûri. C'est un choix qui a été rationnel, qui a été pensé, réfléchi. Et cette décision, aujourd'hui, c'est le vécu de près de 2 ans à faire cette stratégie, à opérer cette stratégie au quotidien sur les marchés. C'est un vécu que j'ai ressenti depuis plus de 6 mois, chaque jour passé derrière les écrans. Et aujourd'hui, je pense que tout ce vécu, toute cette expérience m'ont fait progresser. Je me suis amélioré en tant que trader. J'ai pris en maturité et j'ai pris des décisions aujourd'hui qui sont radicales et qui sont stratégiques pour moi. Aujourd'hui, je fais le choix d'une stratégie qui gagne moins, mais qui risque moins également. Je fais le choix conscient de gagner plus petit, mais plus souvent. Je fais le choix de réduire mon exposition à des drawdowns trop violents, trop longs. Je fais le choix de préserver ma psychologie et mon capital. J'ai fait le choix rationnel aujourd'hui d'améliorer mon couple rendement-risque et pas uniquement d'essayer de suroptimiser ma rentabilité. J'ai fait le choix compliqué d'une stratégie qui était plus lente, mais plus constante. Et cette décision, tu vois, elle ne vient pas de YouTube, elle ne vient pas d'un influenceur, elle ne vient pas d'un mentor, elle ne vient pas de quelqu'un extérieur à moi, qui ne me connaît pas, qui ne connaît pas ma façon de trader, ma façon de gérer mes émotions. Parce que ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est que mon objectif, c'est pas de faire des gros coups, c'est pas de jouer au casino. Mon objectif, c'est d'avoir un plan qui me permet de durer dans le temps, qui protège mon capital, qui protège ma psychologie, qui me permet de survivre et de traverser les phases de drawdown. Comme je te l'ai dit, mon objectif c'est de durer, c'est d'être là dans les 10 prochaines années. Et à l'époque, j'avais besoin d'une stratégie qui permettait de combler mes erreurs, mes lacunes, mes manques de discipline, mes manques d'irréprochabilité. Et aujourd'hui, je me suis prouvé à moi-même que j'étais capable d'être irréprochable. Ça fait plus de 8 mois où j'arrive à avoir un taux d'irréprochabilité de 95%. Je commets beaucoup moins d'erreurs que ce que je faisais avant quand j'ai commencé cette stratégie. Parce que maintenant, je ne dois plus combler mes lacunes. Je peux enfin décider de réduire le risque. Aujourd'hui, je comprends que maximiser la performance, maximiser la rentabilité, le rendement de ta stratégie, c'est pas ce qui est nécessaire. Ce qui est important, c'est de pouvoir optimiser ce risque, de pouvoir maîtriser ce risque. Parce que ce risque, aujourd'hui, comme tu as pu le voir, il se présente sous différentes formes. Aujourd'hui, j'ai plutôt envie de protéger mon capital, de protéger ma psychologie, de réduire cette charge mentale, de réduire finalement cette frustration psychologique. J'ai envie de pouvoir trader avec plus de sérénité. Le trading, c'est une remise en question permanente. Pas uniquement de toi par rapport à toi, mais bien de toi par rapport à ta stratégie, de ta stratégie par rapport au marché et de toi par rapport au marché. Et si tu es un trader professionnel, cette remise en question, tu ne peux pas la faire sans compiler de la donnée. Parce que si tu ne backtestes pas, si tu ne journales pas, tu ne pourras jamais accepter que ton expérience puisse parfois contredire ce que tu pensais être vrai. J'espère que cette vidéo aujourd'hui t'a apporté énormément de valeur. Elle a été longue, elle a été technique, mais j'espère qu'elle t'a permis de comprendre comment on choisit réellement une stratégie. Comment finalement on décide de ne jamais maximiser uniquement le rendement, mais bien de toujours essayer d'optimiser le couple rendement-risque. Ce que tu dois comprendre aujourd'hui à la fin de cette vidéo, c'est pas parce que tu as une stratégie qui est la plus rentable sur papier, la plus rentable théoriquement sur ton backtest, que forcément ce sera la stratégie que tu seras capable d'exécuter parfaitement dans la durée. Parce que toi, ton objectif en tant que trader, c'est pas faire un hold-up, c'est pas faire un gros coup, mais bien d'avoir des gains réguliers et ce sur plusieurs années. Si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, n'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu penses de ce changement. Qu'est-ce que tu aurais fait toi à ma place? J'aimerais vraiment pouvoir en discuter avec toi, donc laisse un commentaire. Si tu as aimé ce contenu, si tu as aimé la vidéo, si tu as aimé finalement la valeur ajoutée que j'ai pu t'apporter ici, si tu as aimé le raisonnement que je t'ai fourni, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un like, à soutenir la chaîne. C'était Val dans Journal d'un Trader. Prenez soin de vous. Ciao ciao les amis.